1985. Quelle superbe année. Elle a vu naître de véritables merveilles, à commencer par moi. Oui, je viens tout juste de souffler mes 40 bougies. Ça picote un peu quand même. Mais aussi des films comme Retour vers le futur, Les Goonies, Commando, ou bien le film dont nous allons parler dans cet épisode, Rambo 2, La Mission. Un film bourrin pour les beaufs, ou bien une œuvre incomprise et bien plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Spoilers, c'est les deux. Donc 3 ans après la sortie du premier Rambo, pour lequel il avait été décidé de changer la fin au dernier moment, pour laisser le héros en vie, ils n'ont pas traîné pour profiter de cette fin afin de sortir une suite pour notre béret vert traumatisé par la guerre du Vietnam. Ils ont fait appel à un certain James Cameron, tout fraîchement sorti de son Terminator, pour écrire une première version du scénario. Le gars planchait en même temps sur le scénario d'Aliens le Retour, et il a dû prendre 2 bureaux séparés pour chaque scénario, un dans sa chambre et un dans le salon. Une façon pour le jeune scénariste de s'organiser, de ne pas mélanger ses notes et de créer 2 environnements de travail distincts. James Cameron écoutait également des musiques différentes lorsqu'il passait d'un projet à l'autre. Lorsqu'il bloquait sur l'un, le réalisateur se rabattait sur l'autre pour ne pas perdre de temps. Et autant vous dire qu'il a dû la voir très mauvaise quand Stallone a tout modifié pour l'arranger à sa sauce. Dans le script de James Cameron, Rambo se trouve au départ dans un établissement psychiatrique. Isolé, il est traité avec crainte et dégoût par le personnel de l'institution. Et cette situation rappelle un peu celle de Sarah Connor dans Terminator 2. Comme beaucoup de ses propositions, cette introduction est modifiée par Sylvester Stallone. James Cameron, à la base, il voulait un truc plus sombre, plus réaliste, avec un Rambo hanté par la guerre et tout le trauma qui va avec. Mais Stallone, lui, il a dit non, on va pas recommencer à faire un film de pleurniche pour les fiottes, on balance tous à la poubelle et on fait péter des hélicos à coups de lance-roquettes. Et c'est ce qu'on a comme résultat. Cameron l'a toujours eu en travers de la gorge, Il a même avoué que le film final ne représentait en rien ce qu'il avait écrit. Son script, c'était brutal, mais avec une vraie portée morale. Là, on est juste sur un Stallone qui dézingue tout ce qui bouge avec un arc explosif. Et la meilleure, Cameron a dit que ça lui avait servi de leçon. Depuis, il n'écrit plus jamais un scénario sans avoir un minimum de contrôle sur ce que ça va devenir à l'écran. Un vrai traumatisé du script, le gars. Quant à Stallone, il prétend que ces modifications dépassent largement l'aspect politique et que la version de Cameron était bien plus sommaire. Qui croire ? Bah à vrai dire on s'en fout, même si je crois toujours celui qui a le plus de muscles en règle générale. Parce que lui, de nos jours, il continue de faire des films où il y a encore ce qui manque à tout le cinéma moderne dans sa globalité, des couilles. Pendant que l'autre nous sort des histoires d'amour pour pédale avec un niveau d'intérêt qui frise le néant, et des schtroumpfs avec des yeux et des queues de chat, dans des sagas écologiques prévues avec 5 ou 6 films jusqu'en 2092. En réalité, le scénario de Stallone est un gros doigt d'honneur à l'histoire américaine. Rambo, c'est le vétéran laissé pour mort par son propre pays, qui retourne au Vietnam pour gagner une guerre qu'on n'a jamais laissé les soldats gagner. Le film joue à fond sur le fantasme d'une revanche américaine, où un seul homme, armé avec son arc et ses muscles huilés, va corriger l'humiliation de Saigon. C'est du pur révisionnisme badass, une façon pour Hollywood de réécrire l'histoire à la dynamite et au couteau de survie. Mais derrière l'action brutale, il y a une vraie colère contre le traitement des vétérans et la culpabilité d'un pays qui a préféré tourner la page en abandonnant les siens. Avec ses vétérans méprisés et cette armée humiliée, le pays avait besoin d'un héros pour laver l'affront. Stallone transforme Rambo en une icône de vengeance patriotique, une armée composée d'un seul homme qui va faire ce que l'armée américaine n'a jamais pu faire, gagner cette putain de guerre. On a donc un film d'action pur qui prend la subtilité en levrette, avec tête dans les chiottes et tirage de chasse d'eau. C'est brutal, c'est cliché, ça explose tout le long, les ennemis sont réduits à des marionnettes qui passent au broyeur M60, les Russes ont des têtes d'enfoirés au QI d'huître, avec un gros accent bien marqué, mais ça parle aux Américains. Résultat, le film cartonne mondialement et transforme Rambo en une légende pop culture. Cameron voulait un film psychologique, Stallone a livré un film testostérone, et franchement, c'était pas si con, parce que parfois, et même souvent, c'est tout ce dont on a besoin. Sur le tournage de Rambo 2, l'ambiance était plus tendue que le string de Timothée Chalamet. Officiellement, c'est George P. Cosmatos qui réalise le film, mais en réalité, c'est Stallone qui tire toutes les ficelles. Cosmatos, c'était un yes man, engagé surtout pour exécuter la vision de Stallone, qui voulait un contrôle total sur l'image de son personnage. Stallone réécrivait les dialogues, dirigeait certaines scènes et imposait son style ultra viril. Cosmatos, lui, faisait semblant diriger pour sauver les apparences, une technique que Stallone réalisera d'ailleurs plus tard sur Cobra, où Cosmatos servira une fois de plus de marionnette. Bref, sur le plateau, c'était pas vraiment un duo créatif, plutôt un Stallone show avec un figurant à la réalisation. Le tournage de Rambo 2 s'est déroulé au Mexique, dans des conditions franchement hardcore, dignes de l'univers du film. Pourquoi là-bas ? Parce que les paysages mexicains ressemblaient à s'y méprendre à la jungle vietnamienne,
tout en permettant de tourner avec un budget maîtrisé et une plus grande liberté pour les scènes d'action explosives. Mais le truc, c'est que le Mexique, à cette époque, c'était pas Hollywood. L'équipe a dû affronter une chaleur étouffante, des moustiques en mode hélicoptère du Vietnam et un terrain boueux à souhait. Les conditions étaient tellement rudes que même les cascadeurs chialaient. Stallone, quant à lui, en mode machine de guerre, enchaînait les scènes physiques sans broncher. Et pour couronner le tout, la production a dû graisser la patte aux autorités locales pour pouvoir utiliser de vraies armes et tout faire péter en pleine jungle. Bref, un tournage aussi brutal que le film lui-même. L'évolution de Rambo, c'est la métamorphose ultime du cinéma d'action des années 80. Dans First Blood, Rambo c'était un vétéran brisé, rejeté par son propre pays, qui luttait pour survivre face à une société qui le considérait comme un paria. Un film sombre, presque anti-guerre, où Stallone jouait un homme traumatisé, hanté par ses souvenirs du Vietnam. Mais dans Rambo 2, finit la subtilité. Stallone transforme son personnage en une véritable machine de guerre, une icône patriotique bodybuildée qui retourne au Vietnam pour gagner cette foutue guerre à lui tout seul. Rambo devient l'incarnation du fantasme américain de revanche post-Vietnam, musclé, silencieux et implacable. Un héros qui tire à l'arc avec des flèches explosives et dézingue des camps entiers à la mitrailleuse, une évolution radicale mais totalement assumée qui fait de Rambo non plus un survivant mais une légende. En fait, c'est ce film qui a fait du personnage l'icône qu'il est devenu et non le premier. Sans ce film, nous n'aurions pas eu toutes les œuvres qui s'en sont inspirées, comme Metal Slug, et franchement, vous imaginez une vie dans laquelle Metal Slug n'existerait pas? Ce que Stallone a compris, c'est que le public veut une explosion de muscles, de la testostérone et de la violence. Et après Rambo 2, Hollywood a compris que la recette du succès, c'était pas de philosopher sur la guerre, mais d'offrir un héros à la fois brutal et mythologique. C'est ce genre de héros qu'on retrouvera plus tard dans toutes les œuvres où la violence est un excellent outil de spectacle. Il en fait l'antithèse du héros fragilisé et humanisé qu'il était dans le premier film. Maintenant, c'est de la violence viscérale et de la vengeance pure, un cocktail qui fait saliver même les amateurs de films d'action les plus blasés. Et puis, cet arc explosif, c'est quand même l'accessoire qui symbolise toute l'esthétique du film, l'alliance de l'absurde et de l'utile, du spectacle et de la brutalité. Il est devenu une arme iconique de Rambo, au même titre que son couteau de 30 cm. Déjà, la première image du film, c'est une explosion. Le ton est donné d'entrée. On retrouve notre vétéran en train d'éclater des pierres à coups de masse dans un camp de prisonniers. Troutman vient le voir, lui dit qu'il y a encore plein de méchants à zigouiller au Vietnam pour trouver des prisonniers et rester là-bas. John accepte et le titre apparaît accompagné de la BO de Jerry Goldsmith. Le compositeur revient après avoir posé les bases dans First Blood, mais là il change totalement de registre pour coller à l'évolution du personnage de John Rambo et à l'ambiance beaucoup plus guerrière du film. Là où First Blood était plus intime et mélancolique, avec une musique qui traduisait la solitude et la souffrance intérieure de Rambo, Rambo 2 bascule dans une atmosphère plus héroïque, plus brutale, avec une touche quasi mythologique. Goldsmith comprend que Rambo est devenu une figure iconique, un guerrier solitaire, une machine à tuer, lâché dans la jungle vietnamienne pour venger ses frères d'armes. Et ça, il le traduit parfaitement en musique. Ces compositions peuvent elles aussi paraître clichés en incorporant des sonorités asiatiques pour dire « Vous voyez, ça y est, hein, on retourne chez les gnacks, mais pour bien leur éclater la gueule cette fois-ci. Et croyez-moi, ils vont prendre cher ces putains de faces de pamplemousse. » Rambo arrive ensuite au QG où Troutman lui présente Murdoch, qui est en fait une copie intégrale du shérif dans First Blood. Ils ne se sont d'ailleurs même pas cassé le cul dans la version française, ils ont choisi le même doubleur en la personne de Marc de Géorgie. Donc on sait que ça sera le méchant de l'histoire d'entrée, hein. Pas besoin d'en dire plus. Tout ce qu'on attend de voir, c'est la façon dont Rambo va lui trouver le cul. Les emmerdes commencent dès le début dans l'avion, Rambo se retrouve accroché à l'extérieur de l'avion suite à une turbulence. L'occasion parfaite de montrer que son gros couteau lui sert dans toutes les situations. Il atterrit tant bien que mal dans la jungle, et direct, il est comme à la maison. Il retrouve tous ses repères, la végétation, les ruisseaux, la chaleur, les moustiques qui ne te piquent pas mais qui t'empalent, et évidemment les serpents, beaucoup moins rapides que lui, hein, et qui se font péter la nuque direct après avoir eu la très mauvaise idée de s'approcher un peu trop près de notre machine de guerre. Mais Stallone s'est dit que son scénario comportait peut-être un peu trop de testo, il fallait une figure féminine pour équilibrer tout ça, avec un peu de douceur. Donc pourquoi ne pas ajouter 2% de douceur et garder 98% de testo? Le parfait équilibre, clairement. Il a donc intégré le personnage de Kobao au scénario, interprétée par l'actrice d'origine singapourienne Julia Nixon. En plus d'être magnifique, elle est hyper importante dans Rambo 2. C'est une combattante de la résistance vietnamienne qui aide Rambo à infiltrer le camp pour libérer les prisonniers américains. C'est elle qui motive Rambo à reprendre son rôle de guerrier et à se reconnecter avec son humanité. Évidemment, années 80 oblige, elle reste parfaitement coiffée et maquillée en toutes circonstances, même quand elle se fait tirer dessus. Mais au moins, à cette époque, la femme était magnifiée, au lieu d'être volontairement mochisée, pour permettre aux cajots à cheveux bleus et les fistes de pouvoir s'identifier au personnage. C'est à travers Kobao que Rambo entrevoit une possible rédemption, avant qu'elle ne se fasse assassiner par les soldats vietnamiens sous ses yeux. Ce film regorge de scènes cultes qui nous ont tous marqués et qui ont participé à favoriser l'iconisation de Rambo. Pour être honnête, je dois dire que je trouve la première partie un peu longuette, et peu intéressante, hormis le dialogue entre John et Kobao sur le bateau justement. La toute première infiltration du camp n'est pas super intéressante, car John y va en mode discret avec son arc, il libère un prisonnier et s'enfuit sur le bateau, et c'est à partir de là que le film prend vraiment son envol,
et qu'il n'y aura plus aucun temps mort jusqu'à la fin. Au-delà d'être un film bourrin type des années 80, Rambo 2 est pourvu d'un très bon rythme, et une fois l'intro passée, l'ennui ne pointe jamais le bout de son nez. Plus ça avance, plus ça va loin dans la surenchère d'action, pour nous offrir dans sa dernière partie un spectacle de pyrotechnie, de destruction et d'apocalypse généré par un seul homme qu'on a eu tort d'énerver. Il fallait évidemment intégrer les méchants russes dans le film. On est en guerre froide ou on ne l'est pas, hein. Et il fallait évidemment en faire des clichés ambulants, avec une scène de torture très méchante, mais il fallait surtout tous les buter par la suite. Mais pour ça, il fallait une bonne raison à John, et Stallone a eu l'idée de faire mourir Kobao, qui à la base devait vivre. Déjà, ça nous donne l'occasion de rire un bon coup en voyant Rambo pleurer, avec le magnifique jeu d'acteur de Stallone, mais ça nous permet surtout de le transformer en machine de guerre dépourvue de tout sentiment, autre que celui de la vengeance. Et là, ça y est, c'est parti. Les Russes et les Viets vont prendre cher, la moitié de la région va être réduite en cendres, Rambo nous déploie toute la panoplie du chasseur-destructeur, fini la discrétion, on fixe les embouts explosifs aux flèches et on vitrifie la zone façon Helldivers. Enfin, il garde quand même une partie chasse à l'homme avec un Rambo invisible qui se cache dans le décor pour devenir complètement insaisissable, à l'image de la première chasse contre les policiers dans First Blood. Sauf que dans First Blood, il ne tue pas les policiers, il dit juste au shérif « j'aurais pu tous les tuer, alors me fais pas chier ». Là non, c'est du sans pitié. Il poignarde, empale, étrangle, égorge, transperce. La scène où il est recouvert de boue est culte elle aussi. Stallone l'a tourné dans un vrai marais dégueulasse où il s'est littéralement enterré vivant. Il devient littéralement la jungle. Un fantôme qui utilise l'environnement pour se fondre avec la nature, façon guérilla vietnamienne, exactement comme l'ennemi qu'il combat. Elle montre le côté prédateur silencieux de Rambo qui utilise son environnement pour devenir invisible. C'est une scène qui a inspiré des tonnes de films après, dont un certain Predator en 1987, où Schwarzenegger utilise exactement la même technique contre la créature. L'attaque à l'arc explosif est l'apothéose du film, avec bien sûr le Viet qui a tué Kobao qui se fait rayer de l'existence en s'en prenant une en plein bide. Avouez que c'est un pur moment de satisfaction quand vous voyez ça et que vous remerciez John intérieurement pour nous avoir débarrassé de cette petite merde au physique aussi impressionnant que celui des défenseurs de Gaza nourris à la 8-6. Et plus ça va, plus c'est du n'importe quoi, jusqu'à cette espèce de bombe qu'ils ont accrochée on ne sait comment sous un hélicoptère et qui fait péter toute la montagne. Comment ont-ils réussi à équiper l'hélico avec ça Mystère, mais on s'en fout. Ça fait un gros boom. Enfin non. Plusieurs gros booms, étant donné que ça pète on ne sait comment sur plusieurs endroits de la montagne, et c'est tout ce qu'on veut voir en fait. Tout comme Rambo qui tire à une seule main à la M60 et rase tout un camp ennemi comme ça, on s'en fout que ce soit impossible dans la réalité, on sait tous très bien qu'un bras de Rambo peut parfaitement faire office de bipied étant donné la solidité du type, mais tout ça c'était pas encore assez. On nous rajoute en plus un très gros hélicoptère, avec plein d'armes accrochées dessus pour une course-poursuite finale, avec évidemment le gros méchant russe et son gros accent en commande. Pour la petite anecdote, Dolph Lundgren avait été initialement choisi pour incarner le lieutenant-colonel Podolsky. Cependant, Sylvester Stallone s'est rendu compte que Lundgren était également pressenti pour jouer Ivan Drago dans Rocky IV, sorti la même année. Ne souhaitant pas que le même acteur incarne des antagonistes dans deux de ses films en 1985, Stallone a préféré écarter Lundgren de Rambo 2. Lundgren a été indemnisé à hauteur de $6 000 pour cette décision. Finalement, c'est Steven Berkoff qui a interprété Podolsky, tandis que Lundgren a marqué les esprits en tant qu'Ivan Drago dans Rocky IV, lançant ainsi sa carrière internationale. Et évidemment, Rambo réduit l'hélico en miettes avec un lance-roquette qui aurait normalement dû faire péter son propre hélico s'il avait vraiment tiré depuis l'intérieur de ce dernier. Mais qu'importe, on sait tous très bien qu'entre les mains de Rambo, les armes agissent telles que lui l'a décidé, parce que c'est Rambo bordel. Et évidemment, à la toute fin, avec le message anti-politique et anti-CIA, où Rambo fait faire prout dans son pantalon à Murdoch, en lui disant que s'il ne fait pas en sorte de libérer les prisonniers restants, il les retrouvera pour, comme on le devine, aiguiser son couteau avec son anus. En conclusion, Rambo 2 marque un tournant radical dans l'évolution du personnage de John Rambo. D'un vétéran brisé et marginalisé dans le premier film, il devient ici une véritable machine de guerre, symbole d'une Amérique qui cherche à laver l'humiliation du Vietnam à coups de M60, d'explosions, de destruction et d'annihilation de bridés et de buveurs de vodka. Stallone a consciemment sacrifié la profondeur psychologique pour en faire une icône musclée, porté par une mise en scène ultra efficace et un nombre de morts à l'écran aussi légendaire que celui de Commando. Tournage chaotique, tension avec Cosmatos, Dolph Lundgren écarté et une jungle mexicaine transformée en enfer vietnamien, tout ça a contribué à forger l'un des films d'action les plus cultes des années 80. Rambo n'est plus seulement un homme, c'est un mythe. Un pur produit de l'ère Reagan, bodybuildé et immortel. Il a été pas mal parodié, comme avec le film Hot Shots 2, mais ces parodies résultent de cette véritable iconisation. Rambo est le héros d'action de toute une génération, et il est encore aujourd'hui. Donc oui, c'est pas très fin, c'est un peu beauf, mais bordel, c'est du cinéma viscéral comme on n'en fait plus. Hollywood est désormais incapable de créer des héros tels que lui. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'Hollywood a perdu ses couilles. À l'époque, les héros étaient des hommes brisés, virils, torturés, mais badass.
Rambo, c'est un vétéran du Vietnam qui porte sur son dos toute la honte et l'abandon d'une Amérique qui n'assume pas ses guerres perdues. John McClane, c'est un flic divorcé, alcoolique, qui se retrouve seul contre des terroristes dans un gratte-ciel. Dutch, c'est un commando confronté à un monstre invisible dans la jungle. Ces mecs transpiraient la testostérone. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Des héros aseptisés, politiquement corrects, qui passent plus de temps à se remettre en question qu'à exploser des crânes. On nous sert des héros déconstruits avec des faiblesses forcées pour plaire à tout le monde. Les studios ont peur d'offenser, les scénaristes sont plus préoccupés par la représentation et l'inclusivité que par la brutalité et l'efficacité narrative. Les CGI ont remplacé la sueur et la vraie violence physique. Et surtout, il n'y a plus d'acteurs comme Stallone, Schwarzenegger ou Van Damme qui avaient un vécu, une gueule, une aura. Rambo, c'était la rage de l'Amérique post-Vietnam. Aujourd'hui, Hollywood veut des héros qui s'excusent d'exister. Les rares qui essaient, comme John Wick, sont considérés comme niches ou réactionnaires. Hollywood n'a pas perdu son savoir-faire technique, ils ont juste perdu leur ADN. Et surtout, leur burn. Voilà, c'est bien triste tout ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de me replonger dans cette œuvre avec vous sur ce premier épisode que je fais dans ma quarantaine. Et plus je vieillis, plus j'ai envie de retourner à cette époque où on faisait de vrais films, avec des vrais acteurs, sur lesquels on pouvait prendre exemple. Un cinéma qui inculque le dépassement de soi au lieu de la dépression, qui nous fait du bien et qui nous remonte le moral, même 40 ans après. Voilà pour cet épisode consacré à Rambo 2. N'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire pour le référencement. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous!